Dans l'arrière-pays du nord-est rural, une mère découvre que son fils perdra à jamais le sens du toucher. Sa dernière étreinte, ressentie dans un corps qui ne reconnaît plus le contact, a ému jusqu'au ciel. Entre larmes et prières, Dieu a été témoin de l'amour qui transcende les limites physiques. Un voyage de foi inébranlable qui transformera à jamais sa compréhension des miracles. Préparez-vous à une histoire qui touchera votre âme. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous regardez ce voyage émouvant. La poussière se soulevait en petits tourbillons sur le chemin de terre qui traversait Bon-Jésus du Nord, comme pour annoncer l'arrivée de quelque chose d'important. Le ciel, d'un bleu presque douloureux tant il était intense, semblait se courber sur la vallée, comme une main divine planant sur cette petite ville de l'arrière-pays du nord-est rural. C'est cet après-midi de mars, alors que le soleil commençait à adoucir son ardeur, que Marie Dubois reçut la nouvelle qui briserait son cœur en 1000 morceaux. Mademoiselle Dubois, il n'existe pas de remède à ce dont souffre votre fils. Dans environ 2 ans, Jacques perdra complètement la sensibilité tactile. Cette condition est rare, progressive et malheureusement irréversible. Le cabinet du docteur Martin sembla soudain trop petit. Les murs blancs se refermaient sur elle, tandis que le médecin continuait de parler, sa voix maintenant distante, comme si elle venait d'un autre monde. Jacques, assis à côté d'elle, balançait ses jambes qui touchaient à peine le sol, ignorant la sentence qui venait d'être prononcée sur sa vie. « Maman, on pourra prendre une glace en rentrant ?» La question innocente traversa Marie comme une lance. Glace, le froid sur la langue, la texture crémeuse, des sensations que bientôt son fils ne reconnaîtrait plus. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que son corps se fermerait graduellement? Au monde des sens, comment dire que bientôt il ne sentirait plus la chaleur d'une étreinte, la brise sur son visage, la texture du sable entre ses doigts? Bien sûr, mon amour, aujourd'hui tu peux choisir le parfum que tu veux. Sur le chemin du retour, sur la vieille mobilette héritée de son grand-père, Marie sentait son fils collé à son dos, ses petits bras serrés autour de sa taille, comme s'il savait déjà qu'il devait mémoriser cette sensation. Le vent battait le visage de tous les deux, et Marie se jura que ce ne serait pas la sentence finale. Pas pour son fils, pas tant qu'elle respirerait. La petite maison de maçonnerie inachevée, au bout de la rue des Fleurs, sembla les accueillir, avec une tristesse propre cet après-midi-là. Les murs, que Marie rêvait un jour de finir de peindre, témoignaient silencieusement de la lutte quotidienne d'une femme qui avait tout abandonné pour élever son fils seul. Les photographies accrochées racontaient l'histoire d'une famille incomplète, Marie et Jacques sur toutes, sans jamais la présence de Robert, l'homme qui était parti quand son fils avait seulement 5 mois. Grand-mère disait toujours que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Murmura-t-elle pour elle-même, tandis que Jacques courait pour montrer sa glace presque fondue au chat, qui dormait sur le canapé délabré. Marie avait été élevée par des grands-parents dévots à Sainte-Marie-de-la-Foi, une ville encore plus petite, où les processions et les neuvaines étaient le pouls de la vie communautaire. Sur l'autel improvisé du salon, les images de Saint François d'Assise et de Notre-Dame de Lourdes, sa marraine céleste, semblaient attendre une explication à toute cette douleur. Quel sens cela avait-il qu'un enfant innocent soit condamné à vivre isolé dans son propre corps? La nuit tomba lourde, comme le sont souvent les nuits quand on porte des nouvelles qu'on n'arrive pas à partager. Après avoir couché Jacques, Marie s'agenouilla devant le petit autel, le chapelet entre les doigts tremblants. C'est une punition, n'est-ce pas, pour avoir abandonné la fac, pour avoir déçu mes grands-parents, pour ne pas avoir été assez forte pour faire revenir Robert. Les larmes coulaient librement tandis que la culpabilité, cette vieille compagne, s'installait confortablement dans sa poitrine. S'il faut payer pour mes erreurs, que ce soit sur moi, Seigneur, pas sur mon garçon. L'aube dans l'arrière-pays ne tarde jamais, même pour les cœurs les plus lourds. Avec les premiers rayons de soleil, Marie était déjà debout, déterminée à ne pas céder au désespoir. Dans la cuisine simple, elle préparait des galettes de manioc au fromage, le petit déjeuner préféré de Jacques, tout en planifiant mentalement ce qu'elle ferait ensuite. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la maison quand des coups à la porte interrompirent ses pensées. « Ce médecin ne sait rien, ma fille. J'ai senti dans mon cœur que tu avais besoin de moi. » Devant elle se tenait Mère Michel, la voisine de
86 ans, connue dans toute la région comme la guérisseuse la plus puissante que ces terres aient jamais vue. Petite, courbée par le temps, mais avec des yeux d'un bleu qui semblaient garder tous les mystères du monde. « Comment le saviez-vous » demanda Marie en la laissant entrer. « Les petits oiseaux me l'ont dit. » La vieille sourit, révélant les trous dans ses dents. « Et aussi le père Jean m'a dit que tu es sortie comme une âme en peine du cabinet du docteur hier. » Mère. Michel s'assit à la table de la cuisine, comme si elle avait été invitée à un banquet royal. Ses mains, noueuses comme des racines anciennes, tenaient un sac de tissu brodé d'où elle retira un petit paquet de feuilles. « Le monde est bien plus grand que ces livres de médecine, ma fille. Il y a des choses que seuls ceux qui ont vécu 86 hivers savent. C'est ce matin-là, avec le soleil dessinant des motifs sur le sol de la cuisine à travers la fenêtre sans rideau, que la première graine d'espoir germa dans le cœur de Marie. Mère Michel parla d'herbes qui ne poussaient que sous la lumière de la pleine lune, de bains préparés avec 7 types de fleurs différents, de vieilles prières que seuls les matriarches de sa famille connaissaient. Avant de quitter ce monde, je veux voir ton garçon guéri. C'est ma promesse à Saint François. La détermination dans les yeux de la vieille femme était presque palpable. Pendant qu'elle parlait, Jacques apparut dans la cuisine, frottant ses yeux encore endormis. Mère Michel l'observa comme quelqu'un qui lit un livre ouvert. « Viens ici, mon enfant. » Elle tendit ses mains ridées. Jacques s'approcha, sans hésitation, comme s'il reconnaissait en elle une alliée. « Tu sens quand je serre tes petits doigts comme ça ?»« Oui, Mère Michel. Mais le docteur a dit à maman qu'un jour je ne sentirai plus rien. » La simplicité avec laquelle l'enfant relatait sa sentence remit Marie au bord des larmes. Mais Mère Michel sourit simplement. Une sagesse ancienne empreinte sur son visage. Et le docteur est-il Dieu pour savoir ce qui se passera demain? Même les petits oiseaux ne savent pas avec certitude s'ils reviendront au nid à la fin de la journée, mon enfant. Cet après-midi-là même, pendant que Jacques dessinait dans le jardin, Marie prit une décision qui changerait le cours de leur vie. Dans un vieux cahier, à la couverture défraîchie, qui restait de l'époque de la fac, elle écrivit sur la première page « Journal des sensations ». Pour que tu n'oublies jamais comment le monde se sent, Jacques. Ce serait une course contre la montre, une bataille contre l'impossible. Si son fils était condamné à perdre le toucher, elle garantirait qu'il expérimente le maximum de sensations possibles avant qu'il ne soit trop tard. Du sable chaud de la plage entre les doigts, qu'il n'avait jamais connu, au contact glacé de la neige, qui semblait un rêve impossible pour qui est né dans la chaleur de l'arrière-pays. Mais comment réaliser tout cela avec les maigres ressources qu'elle avait? Marie gagnait une misère comme vendeuse à la pharmacie de Monsieur Martin, arrivant à peine à couvrir les dépenses de base et les médicaments dont Jacques avait parfois besoin. L'argent gardé au fond de la boîte de chocolat en poudre, sa réserve d'urgence, suffirait à peine pour un voyage dans la capitale de la région, encore moins pour réaliser tous les rêves qui maintenant bouillonnaient dans son esprit. Le destin, cependant, a ses propres plans, souvent incompréhensibles pour nous. Le lendemain matin, pendant qu'elle balayait le trottoir, Marie vit une voiture qui n'appartenait pas à cette réalité. Un SUV argenté, reluisant et imposant, se gara devant sa maison. Du véhicule sortit un homme qu'elle pensait ne plus jamais revoir de sa vie. Robert, 9 ans après son départ, laissant seulement un billet disant « Je ne suis pas né pour être père ». Le voilà. Plus âgé, le visage plus marqué, un regard différent. Pendant un instant fugace, Marie ressentit ce même froid dans le ventre qu'elle avait ressenti à 23 ans, quand elle l'avait vu pour la première fois à la fête des récoltes. Marie. Sa voix était toujours la même, ce ton grave qui un jour avait fait accélérer son cœur. Je suis revenu. Les mots qui suivirent sonnèrent comme un film mal écrit. Regret, transformation, désir de reconquérir sa place, de connaître son fils, de former la famille qu'il aurait dû former il y a des années. Robert parlait de rédemption comme si c'était une marchandise qui pouvait être achetée avec de belles paroles et le SUV reluisant. « Tu as 9 ans de retard, Robert. » Elle fut surprise de sa propre froideur. Et notre fils a maintenant des problèmes bien plus graves que l'absence d'un père. C'est ainsi que Robert apprit la condition de Jacques.
assis sur le même canapé délabré où il ne s'était jamais assis auparavant, écoutant parler d'un fils qu'il connaissait à peine et qui était condamné à vivre une vie sans le confort du toucher. L'homme pleura, et Marie ne sut pas dire si c'était par remords sincère ou par la perte de son fantasme de rédemption facile. « Je veux aider, Marie. Vraiment. J'ai de l'argent maintenant, des contacts. J'ai travaillé dur toutes ces années aux États-Unis, pendant que ton fils grandissait sans savoir qui était son père. Je sais. Et chaque jour a été un tourment de culpabilité. » Il fixa ses propres mains, comme si sa confession y était écrite. « Laisse-moi au moins essayer de réparer une partie de ce que j'ai brisé. » Ce fut Mère Michel qui arriva à ce moment précis avec une théière de tisane de mélisse qui interrompit la conversation chargée de vieilles rancœurs. L'heure de juger arrivera pour nous tous, le jour où l'on pèsera nos âmes. Jusque-là, mieux vaut accepter l'aide quand elle se présente à notre porte, même si elle vient sous la forme de gens qui nous ont blessés. Le regard de Marie croisa celui de la vieille guérisseuse, la sagesse de décennies la faisant reconsidérer sa position. Peut-être que, pour Jacques, il valait la peine de donner une chance à cet homme qui revenait avec des promesses tardives. Les jours qui suivirent furent de planification intense. Le journal des sensations gagna des pages et des pages d'idées. Robert, essayant de compenser le temps perdu, apportait des suggestions qui reflétaient sa nouvelle réalité. On peut l'emmener à Disney. Je connais une station de ski dans les Alpes. Des propositions qui sonnaient comme d'un autre monde pour Marie. Il a besoin de sentir des choses simples d'abord, Robert. La texture de différentes plantes, la sensation de la pâte, à pain entre les doigts, la chaleur d'un feu de joie de la Saint-Jean. C'est justement pendant les préparatifs pour la fête de la Saint-Jean de la ville qu'eut lieu la première petite amélioration. Jacques, aidant à monter les guirlandes colorées sur la place centrale, s'arrêta soudainement et pointa du doigt le feu de joie que les hommes commençaient à ériger. « Maman, je sens la chaleur d'ici. » Marie échangea un regard confus avec Mère Michel qui supervisait les travaux assise à l'ombre d'un manguier. Selon le docteur Martin, les sensations thermiques seraient les premières à disparaître. Pourtant, là, Jacques, à plus de 5 mètres du feu de joie encore en construction, sentait sa chaleur. « Le médecin a dit que ce ne serait pas possible », commenta Robert perplexe. « Les docteurs savent beaucoup, mais ils ne savent pas tout », répondit Mère Michel, un sourire énigmatique dansant sur ses lèvres ridées. Surtout sur les mystères de l'âme. Cette nuit de Saint-Jean, quand le feu de joie illuminait les visages de la communauté réunie et que la musique de danse folklorique berçait les cœurs de tous les âges, Jacques dansa comme s'il voulait absorber chaque vibration de la musique à travers ses pieds. Marie l'observait, partagée entre l'espoir renouvelé et la peur de nourrir des illusions. Ce fut Robert qui interrompit ses pensées, lui offrant un verre de vin chaud épicé. « J'ai parlé avec des amis médecins aux États-Unis. Il existe un traitement expérimental à Marseille. Il ne promet pas la guérison, mais il peut ralentir significativement le processus. » Le cœur de Marie s'accéléra. Marseille était un monde lointain pour qui arrivait à peine à joindre les deux bouts. « Combien ça coûte ?» La somme mentionnée par Robert fit flancher ses genoux. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. « Je peux payer une partie, Marie, mais pas tout. J'ai beaucoup investi dans ma nouvelle entreprise et je suis engagé financièrement pour quelques mois. » L'éclat du feu de joie se reflétait dans les yeux de Marie, illuminant une détermination qui naquit à cet instant. Si l'argent était le problème, elle trouverait une solution. Il n'y avait pas de défi trop grand quand il s'agissait de Jacques. Le lendemain matin, encore avec l'odeur de feu de joie imprégnée dans ses vêtements, Marie alla à l'église principale. Le père Jean la reçut avec la tendresse de quelqu'un qui la connaissait depuis l'enfance. « Nous allons faire une entraide, ma fille, comme au bon vieux temps, quand une maison prenait feu ou qu'une plantation était détruite par la pluie. Toute la communauté s'unissait pour aider le voisin dans le besoin. La parole se répandit comme le vent entre les feuilles d'automne. En quelques jours, la petite bonne Jésus du Nord bouillonnait avec les préparatifs pour la plus grande kermesse de bienfaisance que la ville ait jamais vue. Ce serait 3 jours de fête, avec des stands de plats typiques, des ventes aux enchères de dons, un loto et des spectacles musicaux. Cependant, comme dans toute petite communauté, d'anciennes rivalités et rancœurs ne tardèrent pas à émerger.
La famille Dubois, propriétaire de la plus grande ferme de la région et historiquement rivale de la famille de Marie, annonça qu'elle organiserait une fête le même week-end, divisant l'attention et les donateurs potentiels. C'est à cause de cette vieille histoire entre mon grand-père et le vieux Dubois, se lamenta Marie auprès de Mère Michel, pendant qu'elles accrochèrent des affiches annonçant la kermesse. Ils n'ont jamais pardonné que grand-père gagne le différend pour l'eau du barrage. La guérisseuse hocha la tête, un sourire mystérieux sur les lèvres. Les rivalités sont comme des nœuds dans un filet de pêche. Elles semblent fortes, mais avec de la patience et les doigts qu'il faut, même les plus serrés se défont. 2 jours plus tard, à la stupéfaction de tous, Monsieur Robert Dubois en personne apparut à la porte de Marie. Grand, imposant même à 78 ans, il portait une boîte en bois sculpté. « Ma petite fille Sophie a eu une maladie rare quand elle était enfant, » dit-il sans préambule. « On disait qu'elle ne marcherait pas. Aujourd'hui, elle court plus vite que beaucoup de gamins dans le coin. » Il tendit la boîte. « On m'a dit que vous alliez à Marseille chercher un traitement pour le garçon. Ceci est pour la vente aux enchères de la kermesse. Ça appartenait à ma grand-mère, ça vient d'Espagne. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un ensemble de bijoux anciens, certainement la pièce la plus précieuse qui serait jamais vendue aux enchères à Bonne-Jésus du Nord. Plus surprenante encore, Monsieur Dubois annonça que la fête dans sa ferme était annulée et que toute la famille Dubois participerait à la kermesse. Certaines choses sont plus importantes que de vieilles querelles, mademoiselle. La kermesse dépassa toutes les attentes. La place centrale débordait de monde, non seulement de Bonne-Jésus du Nord, mais aussi des villes voisines. L'ensemble de bijoux fut adjugé pour une somme qui, ajoutée aux autres recettes, garantit non seulement le traitement à Marseille, mais aussi une petite réserve pour d'autres besoins qui pourraient en surgir. Le voyage vers la capitale régionale marqua le début d'une nouvelle phase. Le centre médical, avec ses couloirs aseptisés et ses appareils de pointe, intimida Marie au début. L'équipe de médecins, dirigée par le docteur Marie Dupont, les accueillit avec un mélange d'intérêt scientifique et de compassion sincère. « Le traitement est prometteur, mais il exige un engagement », expliqua le médecin. « Jacques devra venir 2 fois par semaine pendant 6 mois au minimum. » Marie sentit son estomac se nouer. 2 voyages hebdomadaires à Marseille étaient logistiquement impossibles avec son travail à la pharmacie. « Je peux l'emmener », proposa Robert, qui était resté silencieux pendant la consultation. « J'ai loué un appartement ici près. Je développe mes affaires à Marseille de toute façon. » L'idée que Jacques passe autant de temps avec le père qu'il connaissait à peine réveilla un tourbillon d'émotions chez Marie. Jalousie, peur, ressentiment. Mais quand elle regarda son fils assis sur la civière avec ses jambes qui balançaient et ses yeux curieux explorant chaque coin du cabinet, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. 2 fois par semaine alors, tu le ramènes le jour même. C'est ainsi que, contrairement à toutes ses attentes, Marie se vit forcée d'accepter la participation quotidienne de Robert dans la vie de Jacques. Les premières rencontres furent étranges, chargées de silences inconfortables et de conversations superficielles. Mais, graduellement, une routine commença à s'établir. Robert arrivait ponctuellement les mardis et jeudis, un homme qui semblait maintenant comprendre la valeur de la responsabilité. Jacques, initialement timide, commença bientôt à attendre, avec impatience ses voyages, revenant toujours avec des histoires sur ce qu'il avait vu dans la grande ville et les machines cool de l'hôpital. « Aujourd'hui, papa m'a emmené dans un restaurant qui a un mur fait d'eau. On sent les éclaboussures sur la peau, » raconta-t-il avec animation, après le 3e traitement. Ce mot, « papa », me frappa Marie comme un coup de poing dans l'estomac. Malgré cela, elle ne put s'empêcher de sourire en voyant l'éclat dans les yeux de son fils. Un éclat qui se faisait rare depuis le diagnostic. Pendant que le traitement à Marseille suivait son cours, Mère Michel ne restait pas inactive. Tous les matins, avant même le lever du soleil, elle arrivait avec une nouvelle infusion, un onguent différent, une prière fraîchement remémorée. Le mélange de sciences modernes et de traditions ancestrales devint la routine de Jacques. « Ses mains sont chaudes », commenta le garçon un soir, pendant que Marie le bordait pour dormir. « Même quand elle passe cette chose froide sur mon dos, je sens la chaleur de ses mains. » L'observation resta à tourner dans l'esprit de Marie.
Selon les médecins, la sensibilité tactile de Jacques devait diminuer progressivement. Pourtant, presque 2 mois de traitement s'étaient écoulés et le garçon distinguait encore parfaitement les textures et les températures. C'est lors d'un pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, dans la ville voisine, qu'eut lieu la 2e amélioration notable. Marie avait promis d'emmener Jacques s'il se comportait bien pendant les traitements et le garçon remplit sa part avec tellement d'ardeur que même le docteur Marie Dupont commenta sa discipline exemplaire. Le sanctuaire se trouvait au sommet d'une colline et le chemin était traditionnellement parcouru à pied par les pèlerins, beaucoup d'entre eux montant à genoux en guise de paiement de promesses. Marie ne s'attendait pas à ce que Jacques supporte la marche, prévoyant de le prendre dans ses bras à mi-parcours. À sa surprise, le garçon insista pour aller jusqu'au bout sur ses propres jambes. « Je veux montrer à Notre-Dame que je suis fort », déclara-t-il avec la détermination empreinte sur son petit visage en sueur. En arrivant au sommet, après 1 heure de marche sous un soleil implacable, ils découvrirent l'image de la Sainte, remplie d'ex-voto. De petites sculptures en bois et en cire, représentant des parties du corps guéries par des miracles qui lui étaient attribués. Jacques fut particulièrement fasciné par une main sculptée en bois de cèdre, si détaillée qu'on pouvait voir les lignes de la paume. « Je peux toucher, maman ?» Marie acquiesça, observant son fils passer délicatement ses doigts sur la sculpture. À ce moment-là, le vieux sacristain s'approcha. « Cette main a une histoire spéciale, mon jeune, » dit-il, avec la voix marquée par des décennies de fumée de corde. Elle appartenait à un musicien folklorique qui avait perdu ses mouvements après un accident. On disait qu'il ne jouerait plus jamais, mais après une neuvaine à Notre-Dame, il a non seulement récupéré ses mouvements, mais il a composé la plus belle ballade folklorique que ces terres aient jamais entendue. Les yeux de Jacques brillèrent d'un espoir renouvelé. Sans que personne n'ait besoin de le suggérer, il s'agenouilla devant l'image de la Sainte et ferma les yeux, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse que seul lui et la Vierge partageaient. Sur le chemin du retour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jacques, qui ces dernières semaines se plaignait d'un fourmillement constant au bout des doigts, l'un des symptômes de la progression de la maladie, s'exclama soudain « Maman, le fourmillement s'est arrêté. Je sens tout normalement. » De nouveau, Marie freina brusquement la mobilette au milieu du chemin de terre. Elle prit les petites mains de son fils entre les siennes, osant à peine y croire. « Tu es sûr, mon amour ?»« Oui, je suis sûr, c'est juste après avoir prié Notre-Dame. Je crois qu'elle m'a entendu, hein ?» Cette amélioration soudaine, inexplicable par les paramètres de la médecine, divisa les opinions. Le père Jean y vit la confirmation du pouvoir de la foi. Le docteur Martin parla de rémission temporaire et de effet placebo. Mère Michel se contenta de sourire, comme quelqu'un qui a toujours su que cela arriverait. Et Robert, étonnamment, commença à accompagner son fils aux messes dominicales, lui qui n'avait jamais été un homme de foi. Les semaines se transformèrent en mois, et la vie à Bonne-Jésus-du-Nord acquit une nouvelle normalité. Jacques continuait son traitement à Marseille, mais maintenant seulement 1 fois par semaine. Marie avait réussi à négocier un horaire flexible à la pharmacie, lui permettant d'accompagner son fils à certaines consultations. Le journal des sensations gagnait de nouvelles entrées presque quotidiennement, chacune célébrant une texture découverte, une sensation préservée. C'est pendant la période du carême, quand la communauté pratiquait des sacrifices en signe de dévotion, qu'eut lieu la 4e amélioration notable. Une étude scientifique internationale, publiée dans une prestigieuse revue médicale, révéla que la combinaison spécifique d'herbes médicinales semblables à celles utilisées par Mère Michel contenait un composé qui pourrait stabiliser des conditions neurologiques comme celle de Jacques. « Tu vois, j'ai dit que la sagesse ancienne n'était pas de la superstition », commenta la vieille quand Robert apporta la nouvelle, imprimée directement depuis l'ordinateur de son bureau à Marseille. Ce que nous appelons des bénédictions, ils appellent ça la phytothérapie. Le nom change, mais le résultat est le même. La convergence entre sciences modernes et connaissances traditionnelles ouvrit de nouvelles possibilités de traitement. Le docteur Marie Dupont, initialement sceptique quant aux tisanes et aux onguents, de Mère Michel, demandait maintenant des détails sur la composition de chaque mélange.
reconnaissant que la médecine officielle avait encore beaucoup à apprendre des pratiques ancestrales. Les mois suivants furent de relative stabilité. Jacques poursuivait son traitement combiné, séances avec le docteur Marie Dupont, physiothérapie spécialisée, les préparations de Mère Michel et, plus récemment, un programme de stimulation neurosensorielle développé par le docteur Kim spécifiquement pour son cas. Robert était devenu une présence constante, non plus seulement le père des mardis et jeudis, mais un homme véritablement engagé à compenser les années perdues. Il rénova la maison de Marie, engagea une professeure particulière pour compléter l'éducation de Jacques, et les nuits de pleine lune, emmenait les deux pour de petites promenades en voiture dans l'arrière-pays, réalisant peu à peu les rêves listés dans le journal des sensations. Ce fut après 3 mois de mise en œuvre de ce nouveau traitement combiné qu'apparut la 3e grande amélioration, la plus difficile de toutes. Le docteur Kim prit contact avec une nouvelle qui était à la fois merveilleuse et troublante. Un centre de recherche à Paris développait un traitement révolutionnaire, avec des résultats prometteurs dans des cas similaires à celui de Jacques. Le médecin japonais avait réussi à inclure le nom du garçon dans la liste des patients qui recevraient le traitement expérimental. « C'est une opportunité unique », expliqua Robert, traduisant l'email du médecin pour Marie. Mais cela signifierait passer au moins 1 an à Paris. 1 an à Paris, 1 an loin de Bonne Jésus du Nord, loin de Mère Michel, du Père Jean, de tout ce qui représentait sécurité et familiarité pour Jacques. 1 an dans un pays étranger, avec une langue, des coutumes et des aliments complètement différents. « J'irai avec lui, bien sûr », assura Robert. « J'ai les moyens financiers pour ça, maintenant. Tu pourrais venir nous rendre visite dès que possible. » La proposition laissa Marie déchirée. D'un côté, la possibilité d'une amélioration significative, peut-être même d'une inversion complète de la condition. De l'autre, confier son fils aux soins de l'homme qui un jour les avait abandonnés, même s'il avait prouvé son changement ces derniers mois. « J'ai besoin de réfléchir », fut tout ce qu'elle réussit à dire, avant de se retirer dans la solitude du jardin, où les étoiles semblaient des témoins silencieux de son dilemme impossible. Cette nuit-là, Marie ne réussit pas à dormir. Assise sur la chaise berçante qui avait appartenu à sa grand-mère, elle revécut chaque moment depuis le diagnostic, le désespoir initial, la détermination qui s'ensuivit, les petites victoires, les reculs douloureux, la communauté se rassemblant, Robert revenant, Jacques luttant bravement contre un destin qui semblait scellé. À l'aube, toujours sans réponse claire dans son cœur, elle alla à l'église. C'était dimanche, et la première messe allait bientôt commencer. L'église était presque vide, à l'exception de quelques dames âgées qui arrivaient tôt pour s'assurer les meilleures places, et du sacristain qui préparait l'autel. Marie s'agenouilla devant l'image de Notre-Dame et, pour la première fois depuis longtemps, ne demanda pas un miracle. Au lieu de cela, elle demanda de la clarté, des forces pour prendre la bonne décision, quelle qu'elle soit. En rentrant à la maison, elle trouva Jacques réveillé, assis à la table de la cuisine, dessinant avec la concentration intense que seuls les enfants peuvent consacrer à une activité. Elle observa ses petits doigts tenant fermement le crayon, traçant des lignes colorées sur le papier. Petits doigts qui, selon le diagnostic original, devraient déjà être complètement insensibles à ce moment-là. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Mon amour. » Jacques leva le visage, un sourire illuminant ses traits. « Notre famille. Regarde, maman. Toi, moi, papa, Mère Michel et même le docteur Kim. J'ai mis tout le monde main dans la main. » Dans ce dessin d'enfant, simple mais chargé de sens, Marie vit sa réponse. La décision qui semblait impossible à prendre devint claire comme l'eau de pluie qui un jour avait rendu la sensibilité aux mains de son fils. Elle devait le laisser partir. Quand elle communiqua sa décision à Robert et appela le docteur Marie Dupont, confirmant la participation de Jacques au programme expérimental, Marie se sentait étrangement sereine. Elle avait pleuré toutes les larmes pendant la nuit. Maintenant, il ne restait que la certitude de faire le mieux pour son fils. Les préparatifs pour le voyage commencèrent immédiatement. Passeport, visa, examens préliminaires qui devaient être envoyés au Japon, vêtements adaptés à un climat si différent du nord-est rural. Toute la communauté se mobilisa de nouveau. Des cours de japonais de base furent organisés à l'école municipale.
le propriétaire du magasin de vêtements fit don d'un manteau d'hiver. Monsieur Robert Dubois offrit le transport gratuit jusqu'à l'aéroport de Marseille, dans sa voiture la plus confortable. C'est l'après-midi précédant le départ. Quand les valises étaient déjà prêtes et que les adieux commençaient à être faits, qu'eut lieu le moment qui donnerait son titre à cette histoire. La maison de Marie était pleine. Voisins, amis, camarades de classe de Jacques, tous, voulant donner une étreinte d'adieu au garçon qui, sans le savoir, avait uni toute une ville autour de sa lutte. Au milieu de la confusion des voix et des émotions, Marie se retira dans la chambre, sentant le poids de la décision prise finalement s'abattre sur ses épaules. Elle resterait 1 an sans voir son fils grandir, sans accompagner ses découvertes quotidiennes, sans sentir sa bonne odeur le matin. Les larmes, qu'elle pensait déjà avoir épuisées, revinrent de plus belle. C'est alors qu'elle sentit de petites mains toucher son visage, essuyant délicatement chaque larme qui tombait. Jacques était devant elle, ses yeux marrons remplis d'une sagesse qui transcendait son âge. « Ne pleure pas, maman, je vais guérir et revenir vite. » Marie attira son fils dans une étreinte désespérée, comme si elle voulait fusionner leur corps et leurs âmes pour que rien, pas même un océan entier, ne puisse les séparer. C'est alors que Jacques prononça les mots qui resteraient à jamais gravés dans le cœur de tous ceux qui les entendirent. « Tu sais que même quand je ne sentais plus mes doigts, je sentais encore ton étreinte. C'est parce qu'une étreinte de maman, ce n'est pas seulement avec le corps, c'est avec l'âme aussi. Et ça, aucune maladie au monde ne peut l'enlever. » Cette étreinte, témoignée par Robert, Mère Michel, le Père Jean et tant d'autres qui étaient devenus une partie essentielle de ce voyage, représentait bien plus qu'un simple adieu. C'était la matérialisation de l'amour dans sa forme, la plus pure. Un amour qui transcendait les limites physiques et défiait les diagnostics scientifiques. Un amour qui, comme dirait plus tard Mère Michel, a même fait arrêter ce que Dieu était en train de faire au ciel pour admirer. Les adieux à l'aéroport furent brefs pour éviter de prolonger la douleur de la séparation. Marie remit à Jacques une copie du Journal des sensations, pour qu'il continue d'enregistrer ses expériences de l'autre côté du monde, et un petit sachet d'herbe préparé par Mère Michel, pour garder les racines près du cœur. « Souviens-toi, mon fils, tu ne t'en vas pas. Tu vas juste chercher un morceau de plus de la guérison qui a commencé ici, avec notre foi et notre lutte. » Dans les mois qui suivirent, les lettres et les appels de Jacques apportèrent des nouvelles encourageantes. Le traitement expérimental montrait des résultats prometteurs. Le garçon s'était étonnamment bien adapté au nouvel environnement. Robert s'était révélé un père dévoué et attentif. Les photos montraient un Jacques souriant, découvrant la neige qu'il avait tant rêvé de toucher, émerveillé par les gratte-ciels de Paris et les rituels dans les temples anciens. À Bonne-Jésus du Nord, Marie ne resta pas inactive. Avec le soutien de Mère Michel et inspirée par le retentissement international du cas de Jacques, elle fonda une association pour les enfants atteints de maladies rares dans la région. Le petit centre de soutien, qui commença en s'occupant de seulement 3 familles, devint bientôt une référence dans toute la région. « Chaque enfant qui retrouve l'espoir est un petit morceau de mon fils qui revient à la maison avant lui », expliquait-elle, quand on lui demandait d'où venait autant de force pour aider les autres, alors que sa propre douleur de la séparation était encore si vive. L'histoire se termine non pas par une fin, mais par un nouveau commencement. Après 8 mois de traitement à Paris, le docteur Kim annonça que Jacques pouvait continuer la thérapie en France, avec des visites périodiques au centre de recherche à Paris. La nouvelle du retour anticipé se répandit rapidement dans la ville, et les préparatifs pour l'accueil commencèrent immédiatement. À l'aube avant l'arrivée de son fils, Marie rêva de sa grand-mère, décédée il y a plus de 15 ans. Dans le rêve, la matriarche souriait sereinement, assise sur la chaise berçante de la véranda, et disait de sa voix douce « Tu vois, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Parfois, ce qui semble une punition n'est qu'un chemin différent vers une bénédiction plus grande. » Quand la voiture de Monsieur Robert Dubois se gara devant la maison de Marie, ramenant Robert et Jacques de l'aéroport, toute Bonne-Jésus du Nord semblait être dans la rue. Des guirlandes colorées, les mêmes utilisées pour les fêtes de mise du la Saint-Jean, décoraient les façades des maisons. La fanfare de l'école municipale jouait de la musique entraînante de fanfare. Mère Michel,
plus courbé mais avec les mêmes yeux brillants, tenait un bouquet d'herbes fraîches cueillies à l'aube. Jacques descendit de la voiture et, ignorant la foule qui l'attendait, courut directement dans les bras de sa mère. Marie s'agenouilla pour le recevoir, et quand leurs corps se rencontrèrent dans cette étreinte tant attendue, une légère bruine commença à tomber, malgré un ciel presque sans nuages, ce que beaucoup appelleraient de plus tard une pluie de bénédiction. « Je peux tout sentir de nouveau, maman », murmura Jacques à son oreille. « Chaque petit doigt, chaque pointe. Le médecin japonais a dit que c'est presque un miracle. » Mais Marie, Robert, Mère Michel et toute cette communauté qui était devenue une grande famille, unie par la foi et la solidarité, savaient qu'il n'y avait pas de « presque » dans cette phrase. C'était un miracle complet, construit jour après jour par des mains humaines guidées par quelque chose de plus grand que tous. Un miracle qui avait commencé avec le refus d'une mère d'accepter le destin apparemment scellé de son fils, et qui avait culminé dans cette étreinte, l'étreinte qui, selon les mots du Père Jean dans le sermon du dimanche suivant, a ému jusqu'à Dieu lui-même, lui rappelant que l'amour d'une mère est la force la plus puissante qu'il ait, lui-même créé dans ce monde. Nota muito importante. Mantenha toda a tradução no idioma de destino. Não retorne ao idioma original, português, em nenhum momento da tradução. Seu texto deve estar completamente no idioma solicitado do início ao fim,